structure de ce gouvernement des villes le plus souvent. C'est tripartite en fait. C'est tripartite, tout à fait. Hein. Et en faisant ici peut-être abstraction des nuances d'une ville à l'autre, tripartite en ce sens que le corps de ville, comme on dit, au sens où le bureau de ville, au sens de municipalité, si vous voulez, qui est donc l'exécutif permanent, il est formé du maire et des échevins. Les échevins d'un nombre variable selon les villes, en gros, disons, entre 4 et une douzaine de membres. À côté du corps de ville, il y a ce qu'on peut appeler, ce qu'on emploie d'ailleurs dans le vocabulaire de l'époque, au moins dans certaines villes, le conseil de ville. Hein, le conseil de ville qui est formé d'un certain nombre de conseillers de ville. C'est un peu le conseil municipal d'aujourd'hui, vous diriez ? Voilà, si on veut, étant entendu que les échevins pourraient être assimilés aux adjoints au maire, si vous voulez. Hein. Plutôt qu'aux conseillers municipaux, donc j'avais tort tout à l'heure de dire que c'était les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux, ils ont quel titre alors, ceux qui appartiennent à ce conseiller, précisément, c'est conseil de ville. C'est pour ça que l'expression de conseil de ville, qui n'est pas employée partout, se justifie tout à fait, parce que les gens qui le constituent sont les conseillers de ville, terme que l'on retrouve alors très généralement. Les anciens échevins, des futurs échevins souvent. Très souvent. Comment dirais-je, puisque les échevins sont nommés pour un certain nombre d'années et ne sont pas forcément réélus, très souvent, effectivement, ils terminent leur carrière, si je puis dire, comme conseillers de ville. De même que de jeunes conseillers de ville ont l'ambition légitime de devenir un jour échevins. Donc on a la sagesse d'utiliser d'un côté l'ambition des plus jeunes et des plus fringants et de l'autre d'utiliser l'expérience des anciens. C'est toujours bon signe pour un équilibre politique. Voilà. Alors donc ça c'est deuxième page. Le corps de ville, le conseil de ville et puis... Il y a un troisième volet, si je puis dire. Cercle. Un troisième cercle, c'est l'Assemblée générale des habitants. Alors là, c'est très variable selon les villes, parce que ne nous y trompons pas. Assemblée générale des habitants, il ne s'agit pas de l'ensemble des habitants de la ville, bien entendu. On est plus proche finalement des cités antiques, avec laissant de côté les métèques et les esclaves. Voilà. Ce sont les notables. Voilà. Encore est-il que même à Athènes ou à Sparte, le petit nombre d'habitants de la cité pouvait permettre une participation nombreuse. Nous restons dans notre ancien régime. Voilà. Ici, il s'agit en fait d'une centaine de membres, ce qui est déjà pas mal, remarquez. La plupart des villes, une centaine de membres, oui. Ah oui, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. Mais n'oublions pas que c'est théoriquement l'Assemblée générale des habitants. Bon, une centaine de membres qui sont en fait essentiellement des notables, bien entendu. Désignés comment, en fait? Le critère, c'est un critère censitaire, un critère de fortune? C'est très variable, là aussi, selon les villes. On a du mal à y voir clair. Hein. Dans la mesure même où, d'ailleurs, les textes sont assez laconiques. Dans beaucoup de cas, ça semble aller de soi, si je puis dire. Héréditaire? Dans la plupart des cas, oui. Précisons une dernière chose, c'est que leur rôle, hein, c'est en fait, ils se réunissent en général une fois ou deux par an, c'est un rôle électif. Hein. Bon. Et ce qui nous amène à évoquer le mode de désignation de ces différents personnages. Comment est-ce qu'ils émergent? Alors là, c'est très varié. C'est très varié parce que, prenons l'exemple du maire. Le maire et les échevins. Oui. C'est évidemment essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, le nombre des échevins est variable d'une ville à l'autre, mais leur mode de désignation aussi peut varier en fonction très souvent de la charte que la ville a réussi à obtenir du roi. L'histoire, là encore, explique tout ça. Ah oui. On serait trop insisté sur cette formidable diversité de cette France de l'époque, par contraste avec aujourd'hui. Voilà, écoutez, l'exemple de la ville d'Angers. La municipalité d'Angers, le corps de ville d'Angers, a été créé par Louis XI, par une charte de Louis XI, en février 1475. Louis XI, extrêmement généreux, d'ailleurs ici, il est revenu quelques années plus tard sur sa générosité, a octroyé à la ville d'Angers un maire, 18 échevins, 36 conseillers, tous élus par les habitants. Entendez l'Assemblée générale, au sens où nous en parlions tout à l'heure. Le maire pour 3 ans, les échevins et les conseillers à vie. Hein. Et qui plus est, toutes ces charges entraînaient la noblesse, l'aноblissement. Ce qui était un privilège quasi exorbitant. Ajoutons que la charte de Louis XI accordait d'énormes pouvoirs à la ville. Et là, cette fois, il s'agit d'un texte qui est bien sûr conservé, hein, des pouvoirs de police, des pouvoirs financiers, des pouvoirs tout à fait considérables. Il est vrai, encore une fois, que Louis XV va avoir quelques remords, parce que quelques années plus tard, il va revenir sur l'anoblissement, le limitant à l'anoblissement du maire. Hein. Donc parfois le maire est nommé, parfois il est élu, conseiller à vie. Théoriquement, il est toujours élu.
mais il faut savoir ce que recouvre la notion d'élection. Alors, quelquefois, l'élection se fait à peu près librement, hein, notamment au XVIe siècle, mais la façon dont le roi va exercer de plus en plus clairement sa tutelle sur les villes va commencer avec le mode d'élection. C'est-à-dire qu'on conservera la forme de l'élection, mais le choix des électeurs, l'assemblée électorale pour ce qui est des conseillers de ville et des échevins, le choix des électeurs est limité par le fait que l'autorité royale sur place, le gouverneur de la ville, au XVIIIe siècle intendant, fournit à l'avance une liste de noms. Étroite ? Pour le maire, par exemple, dans la plupart des villes, c'est 3 noms. Oui, alors bon, on choisit entre les 3 noms. Hein. Mais les 3 noms sont évidemment bien pesés par le pouvoir royal. Donc on garde la fiction de l'élection, mais ce n'est qu'une fiction, ça ne trompe personne. Au début du XVIIIe siècle, relatant une élection de maire à Angers, un brave chanoine de la ville qui a laissé ses mémoires parle de momerie. De momerie, c'est-à-dire disons le terme de rigolade, si vous voulez, pour être un peu vulgaire. Donc il n'est pas dupe. Ce brave chanoine de cette soi-disant élection. En fait, les électeurs ont choisi sur 3 noms fournis par le gouverneur, le lieutenant général du roi à Angers. Et à Paris, le prévôt des marchands est en fait aussi nommé par le roi. À Paris, c'est un petit peu la même chose. Hein. Le prévôt des marchands... moins hypocrite, parce que le prévôt des marchands est nommé par le roi. On n'essaie même pas de faire croire qu'il y a l'apparence d'une élection. Voilà, le prévôt des marchands, il est nommé par le roi pour 2 ans. Donc là, aucune ambiguïté même, je dirais. Pour les échevins à Paris, ils sont 4. Ils sont en fait élus pour 2 ans. Là... Pendant longtemps, la liberté était assez grande. Hein, mais vous avez raison de souligner que le prévôt des marchands à Paris est nommé par le roi. C'est héréditaire aussi, il y a des familles qui... il y a des familles qui se... Héréditaire, le terme serait peut-être forcé, en ce sens que c'est rarement le fils, et je ne crois même pas qu'il y ait d'exemple, le fils succédant au père. De ce point de vue-là, nous avons plus de cas dans le Paris contemporain. Oui, mais enfin, on peut dire qu'après tout, le suffrage universel est là pour réguler tout cela. Hein. Bien entendu. Bon. Quel est le personnel municipal qui fait marcher au quotidien ces villes? De quoi est-il constitué? Ce sont des notables, ce sont des gens de robe, ce sont des rentiers. Est-ce qu'on a le même phénomène aujourd'hui des retraités, si vous voulez. Des retraités quand vous parlez de personnel municipal, vous englobez bien entendu tous ces gens dont nous venons de parler, bien sûr. Du maire jusqu'au conseiller de ville, nombreux, nous l'avons dit, dans certaines villes, ce sont essentiellement de vieilles familles, du cru. Hein. Alors, il y a une évolution qui est intéressante à noter ici. À la fin du Moyen-Âge, encore largement au XVIe siècle, il s'agit essentiellement de familles marchandes. Hein. D'ailleurs, l'expression de prévôt des marchands conservée à Paris renvoie à ce temps où le premier magistrat de la cité, de la capitale, était pris dans la fraction, comment dirais-je, jouant un rôle économique déterminant de la ville. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les choses ont bien changé et ces magistrats municipaux, à commencer par le prévôt des marchands parisiens, appartiennent à la bourgeoisie de robe. Ce sont essentiellement des officiers, des officiers au sens où on l'entendait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire office civil. Hein. Ce sont essentiellement des juges, bref, des gens de robe, bourgeois ou nobles. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'une certaine, une certaine oligarchisation, une diminution, rétrécissement de la base sociale de ce recrutement? Absolument. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que il est courant, et après tout c'est tout à fait normal, que ces magistrats municipaux soient pris dans le même milieu, souvent très étroit, où le roi prend ses officiers, tous ceux qui participent à l'administration centrale, y compris l'administration centrale décentralisée dans les provinces. On a là une oligarchie qui est à la fois une oligarchie ministérielle et aussi municipale. Hein, c'est les mêmes familles. Oui, les systèmes démocratiques connaissent ce risque d'étroitesse, de rétrécissement, mais enfin pas évidemment de la même façon. Alors venons-en aux fonctions, aux attributions de ces directions des villes. Elles sont évidemment très, très variées. Bernard Poignant l'évoquait tout à l'heure. Mais je voudrais faire entendre un autre maire qui nous ramène à La Rochelle, dont nous parlions tout à l'heure. Michel Crépeau, en juillet 98. Il y a eu 3 phases. Première période, on avait des skinheads ou des types avec des crêtes de coq peintes en rouge affoler les gens.
Ensuite, on a eu justement les mendiants avec des chiens, etc. Deuxième phase, qui était celle de l'arrêté. Troisième phase, l'année dernière, on avait vraiment des dealers, des voyous arrivant en Mercedes, d'où des précautions importantes prises cette année sur le plan des policiers, et tout s'est bien passé. Bon, alors moi, constatant que j'avais que les mendiants habituels de La Rochelle, je vois pas pourquoi j'aurais maintenu un arrêté qui me faisait engueuler par la France entière, car il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas lu mes arrêtés que ceux qui l'ont lu. Alors je me faisais engueuler par beaucoup plus de gens que ceux qui s'étaient donné la peine de le lire. Voilà. Bon, après, la presse s'est emparée de ça, comme elle s'est emparée de mes vélos. De toute façon, ma conviction reste la même. Je crois pas que la mendicité soit une bonne réponse à la question sociale à la fin du XXe siècle. C'était donc Michel Crépeau, maire de La Rochelle, maire radical de gauche. En juillet 98, les vélos dont il parle sont des vélos municipaux qui ont été mis à la disposition de la population. Mais l'essentiel de son propos concerne cet arrêté qui avait chassé les mendiants de la ville et qui avait fait à l'époque, dans le creux des nouvelles de l'été, beaucoup de bruit. François Lebrun. Oui, ça a un Roland d'Ancien Régime, d'ailleurs. Oui, ben justement. Cela nous C'est introduit... pour ça que je vous le cite. Oui. Et vous avez raison, ça nous introduit directement dans l'une des attributions essentielles de la municipalité. C'est-à-dire l'ordre, maintenir l'ordre dans la ville. Or, qu'est-ce qui, au quotidien, risque le plus de troubler l'ordre public? Ce sont les mendiants, les vagabonds, dont le nombre croît en période de crise et qui peuvent constituer une véritable menace pour tous les possédants. Tous les journaux de bourgeois sont pleins d'allusions à ces vagabonds, qui sont parfois les cheminots des campagnes qui rejoignent les villes. Absolument, et qui les rejoignent d'autant plus qu'encore une fois, comme je le disais à l'instant, qu'en période de crise de subsistance, épidémie, le secours qu'on peut espérer, on peut n'espérer le trouver que dans la ville la plus proche. Mais ce qui est intéressant tout de même à signaler en marge des propos de Michel Crépeau et en marge des discussions sur ce problème pénible, douloureux, c'est que sous l'Ancien Régime, le problème de la mendicité était abordé d'une double façon. Il y avait cette façon que je viens d'évoquer, le maintien de l'ordre, souci premier des corps de ville, mais aussi il y avait en arrière-plan l'aspect religieux de la question, à savoir que l'Église rappelait avec force que le pauvre, et le pauvre mendiant notamment, c'est le visage du Christ, et que par conséquent toute mesure brutale à son égard est impensable. Bon. Donc c'est pas la municipalité qui a la principale charge de solidarité sociale, c'est d'abord le pouvoir ecclésiastique. Mais ce pouvoir ecclésiastique n'a pas beaucoup de moyens matériels et directs pour résoudre le problème, comme l'évoque Michel Crépeau. En revanche, il a le rôle beaucoup plus facile entre nous de rappeler à temps et à contre-temps le devoir du chrétien, des chrétiens, et des maires et échevins tous les premiers, à l'égard du mendiant représentant du Christ. Ça, on retrouverait probablement des admonestations semblables de la part d'un certain nombre d'évêques ou de curés dans notre contemporain. C'est vrai, mais avec sans doute un moindre effet que sous l'Ancien Régime. Mettant le pouvoir civil devant ses responsabilités, qu'il soit municipal ou national. C'est vrai. Alors il y avait donc Pas seulement à Saint-Bernard. Voilà. Il y avait donc un rappel constant de tenir l'église. Mais enfin, n'empêche que les édiles se trouvaient en face d'un problème très concret qui était de réguler ce problème sans cesse récurrent qui était le problème de la mendicité, du vagabondage en ville.